alors je n'ai rien préparé parce qu'il ne me semblait pas très judicieux de faire quelque chose qui ressemble à une conférence sur un livre qui n'est pas du tout un essai philosophique ou politique, qui est plutôt un livre, je dirais, de sentiments, en fait, parce que c'est une question qui me travaille, qui me taraude même depuis un certain nombre d'années. À vrai dire, depuis 3 bonnes décennies, c'est une question qui a commencé à surgir dans les années 80. Je me suis demandé, au fond, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous arrivait ? Voilà, une question extrêmement simple, en définitive. Qu'est-ce qui nous arrivait et quel était ce sentiment que je n'étais pas le seul à éprouver, qui était un sentiment de basculement, d'effondrement, sentiment de vivre quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce que j'avais pu vivre dans les années 60 et 70. Alors, pour faire une petite précision, je suis né en 1956, donc sous la 4e République, en pleine guerre d'Algérie, puisque je suis né en Algérie à ce moment-là. Et donc, j'avais environ 25 ans au moment de l'élection de François Mitterrand en 1981. Donc, je dirais que l'élection de François Mitterrand, pour moi, a été un moment clé, au sens où il me semble que la gauche socialiste et le premier d'entre les siens, Mitterrand, a été une grande accompagnatrice, pour ne pas dire une grande accélératrice, d'un certain nombre d'évolutions calamiteuses, pour ne pas dire catastrophiques, que j'avais senties à l'œuvre dès les années 70. Notamment, je pense à cette irruption du management, qui n'est pas seulement une technique, qui est pour moi une idéologie, qui a envahi à peu près toute la société et tous les domaines de la société à partir des années 80, qui prolifère depuis et qui ne cesse plus d'envahir les sphères de toute notre existence, aussi bien la sphère privée que la sphère publique. Donc à partir des années 80, je le disais, le sentiment d'un basculement. À l'instant, Michael me rappelait un livre que je mentionne dans mon ouvrage, qui est L'étrange défaite de Marc Bloch, qui est un petit peu le livre à l'ombre duquel j'ai situé le mien. En 2 mots, Marc Bloch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marc Bloch était un historien universitaire enseignant à la Sorbonne qui était déjà vieillissant en 1939 et qui s'est incorporé volontairement au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il a naturellement été démobilisé au moment de la défaite et il a été fusillé en 1944, 4 ans plus tard, parce qu'il participait à un groupe de résistance. Alors pendant ces 4 années, Marc Bloch a écrit un livre qui me paraît être un livre majeur de la politique française et même de la sociologie française des années du XXe siècle tout entier, qui s'appelle L'étrange défaite. L'étrange défaite n'est pas un titre donné par Marc Bloch. Le livre a été laissé sous forme de manuscrit à sa mort, et donc c'est, je suppose, le premier éditeur qui a donné ce titre. Donc L'étrange défaite, c'est une réflexion sur les conditions de possibilité de cette défaite, et même de cet effondrement de mai et juin 1940, et dans cette analyse, qui est une analyse au scalpel, une analyse extrêmement précise et aiguë de ce qui s'est passé pendant les décennies qui ont précédé, plus particulièrement pendant la décennie 30-40, Marc Bloch se livre à un réquisitoire sans concession contre les élites françaises, aussi bien les élites administratives que politiques, culturelles, institutionnelles, économiques. Donc c'est un réquisitoire panoramique, on pourrait dire. Et donc, sans m'inspirer du tout de sa démarche, il m'a semblé que Marc Bloch était quand même pour moi le livre de Marc Bloch était un élément inspirateur. Alors, pour la raison que je viens d'indiquer, parce qu'il y a cette analyse des élites et du comportement des élites et des ressorts qui font agir, ou plutôt qui empêchent les élites d'agir dans un sens conforme à l'intérêt du pays, et puis pour une seconde raison, qui est le fait que Marc Bloch se présente au début du livre, et donc c'est un jeu qui parle, il y a tout un chapitre liminaire qui s'intitule « Présentation du témoin », dans lequel Marc Bloch dit qui il a été, quelle sorte d'homme il a été, quelle a été son éducation, quelle a été son inscription sociale dans la France du début du XXe siècle, quelles ont été ses études universitaires, quels ont été ses centres d'intérêt en tant qu'historien.
Et ça m'a intéressé, peut-être que ça m'a activé sans même que je m'en rende compte, ça m'a intéressé qu'il y ait à la fois ce jeu et puis cette analyse des élites françaises de l'époque, parce qu'il me semble que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on ne peut véritablement dresser un réquisitoire, on ne peut véritablement, à mon avis, faire une analyse de ce qui se passe qu'à partir du moment où on a donné la mesure de ce qu'on était, de son parcours, de sa biographie, donc de son inscription dans la France d'une certaine époque. Donc voilà, je ferme la parenthèse qui n'en était pas tout à fait une. Je dirais que le livre de Marc Bloch a été pour moi un livre très inspirateur, même si mon angle d'attaque est complètement différent du sien. Je ne prétends pas, comme je le dis, à un moment donné, faire œuvre d'historien ou de sociologue. C'est beaucoup plus un livre de sentiments où je raconte un petit peu comment j'ai senti les choses, comment j'ai senti le basculement des choses à partir des années 80, ce que j'ai perçu, comment j'ai pris de plein fouet certaines évolutions que j'ai jugées calamiteuses pour le devenir de mon pays. Et la deuxième référence, alors que je ne cite pas du tout dans le livre, ce serait plutôt, de manière peut-être un petit peu inattendue, mais ce serait plutôt Musset, La confession d'un enfant du siècle, qui est un livre qui paraît dans les années 1830. Et donc dans ce livre, qui a une dimension romanesque à la différence du mien, dans ce livre, Musset fait état d'un gouffre entre la France qu'il a connue dans son enfance, qui est la France napoléonienne, et plus particulièrement la France de l'épopée napoléonienne, qui était une France exaltante, une France pleine de vitalité, de passion, et la France qui est celle de son âge adulte, qui est la France de la Restauration, et d'une Restauration qu'il juge, comme beaucoup de ses pairs écrivains d'ailleurs, qu'il juge extrêmement terne, inerte, morne, vouée à l'enrichissement, à l'embourgeoisement, et donc vouée à une espèce de routine que lui juge complètement désespérante. Donc je me suis placé un petit peu à l'ombre de ces deux livres-là, et je pense que chacun a été inspirateur à sa manière. Alors, il y a une troisième chose qui me paraît importante, celle-là elle est venue tout naturellement quand j'ai commencé à écrire ce livre, qui a été d'abord un article sur le site d'un ami, dont on pourra parler tout à l'heure. Il y a une troisième chose qui est importante, c'est le fait que j'ai voulu interpeller, en fait, parce que pour moi, c'est une des grandes formes de la littérature française, l'interpellation, l'adresse, l'apostrophe, comme vous voudrez, parler à quelqu'un. Alors quelqu'un qui reste un petit peu flou dans le livre, dans la mesure où il n'est pas précisément nommé, je le dis dès le début. Il est difficile pour moi de nommer ce quelqu'un dans la mesure où c'est une masse un petit peu informe, qu'on peut appeler les élites, que j'appelle à certains moments les importants ou les visibles, parce que le terme d'élite a une connotation positive. Les élites, c'est quand même ceux qu'on a élus, non pas au sens des procédures démocratiques, mais au sens que notre cœur a élu. Donc ces élites-là, qui sont beaucoup plus aujourd'hui des importants, des visibles, des gens qu'on voit trop et qu'on entend trop. Donc voilà, j'ai voulu m'adresser à eux et j'ai voulu leur dire un certain nombre de vérités. Donc je pense que le livre est assez méchant, qu'il renferme et qu'il charrie un certain nombre de vérités qui me travaillaient depuis un certain nombre d'années, tant s'agissant aussi bien des élites politiques que des élites culturelles, parce qu'il me semble que ce qui a fait la force de la France pendant un certain nombre de décennies, pour ne pas dire de siècles, ça a été une certaine alliance entre la politique et la culture, et plus précisément entre la politique et la littérature. Il me semble qu'aujourd'hui, cette alliance est complètement défaite et que ce à quoi on assiste, c'est à une espèce de vaste déconfiture, aussi bien de la politique que de la littérature. Et donc, je le dis à un moment donné, il me semble que nous n'avons plus aujourd'hui, même si la formule peut paraître un petit peu brutale, radicale, définitive, je l'assume complètement, il me semble qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ni élite politique, ni écrivain, au sens où les deux ont abandonné quelque chose qui me paraissait éminent et dont on pourra reparler ensuite, qui est cet attachement très fort à la langue. On avait des hommes politiques qui étaient des écrivains, on a De Gaulle, on a Blum, on a Jaurès, on a de multiples exemples à l'échelle du XXe siècle, et puis on avait des écrivains, inversement, qui se sont mêlés de politique, surtout à partir
du XIXe siècle, on peut évidemment remonter aussi jusqu'au siècle des Lumières. Donc il y avait une espèce de croisement de la littérature et de la politique qui me semblait constitutif de l'identité française dans ce qu'elle avait de plus éminent. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette alliance extrêmement forte est complètement défaite, et je le disais tout à l'heure, j'assume complètement le constat un peu désespéré qui est le mien, à savoir que on n'a plus d'écrivains en France, on a sans doute des gens qui écrivent de bons livres, d'excellents livres même parfois, mais on n'a plus cette espèce de courant littéraire qui a animé la vie française jusqu'à une date relativement récente, que je situerai en gros jusqu'aux années 70, et on n'a plus d'hommes politiques dignes de ce nom. Et ce qui est curieux, et pas du tout curieux en même temps, c'est que la datation serait à peu près la même pour la politique, puisque j'en parle à un moment donné dans le livre, je crois que le grand effondrement de la politique date du septennat giscardien, pendant la première moitié des années 70, et qui n'a cessé de s'approfondir avec Mitterrand, même si Mitterrand prétendait être un président à l'ancienne, fin lettré, humaniste, et tout ce qu'on voudra. Donc voilà, il me semble que, si vous voulez, parce que tout le monde est toujours friand de périodisation, je vous donne la mienne. Alors bien évidemment, la mienne vaut ce qu'elle vaut, elle est enfermée dans les limites de ma sensibilité. Je ne prétends pas faire, je le répète, une analyse sociologique ou historique, je parle de ce que j'ai connu, et j'ai vraiment connu, je le répète, à partir de la fin des années 70 et à partir du début des années 80, quelque chose comme une rupture majeure, tant dans le domaine de la culture que dans le domaine de la politique. Si tu veux intervenir pour relancer... Tu parles du monde universitaire. Qu'est-ce que tu lui reproches fondamentalement ? Ce que je reproche au monde universitaire, c'est d'avoir un rapport complètement impuissant avec le savoir, en fait. C'est essentiellement ça. Il me semble que le savoir, alors je vais parler du monde universitaire à travers l'expérience que j'en ai eue au fil des dernières années, le monde universitaire dans le domaine de la littérature. Il me semble que les universitaires sont partie prenante de ce phénomène de dégradation dont je parlais à l'instant, et que les universitaires qui auraient dû être des transmetteurs, au sens le plus fort du terme, aussi bien des transmetteurs de la langue que des transmetteurs des grands textes, ont été des fauteurs de dégradation, à mon avis, et ont participé à cette évolution, au sens où je dirais que ce qui s'est mis en place depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est une approche extrêmement technique des textes littéraires au profit de tous les enjeux de sens et de sensibilité qui me paraissent quand même faire l'essentiel de la littérature. Donc voilà, mon grand axe, je dirais, mon angle d'attaque contre l'université, il est de cet ordre-là. C'est un savoir qui est devenu extrêmement formalisé, mécanisé, desséché, et donc qui a perdu le contact avec la littérature dans ce qu'elle avait de plus vivant. Tu compares la langue managériale à celle employée sous le Troisième Reich. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée ? Oui, alors c'est une idée qui n'est pas très originale, je ne suis pas le seul à le faire. Il me semble qu'effectivement la langue managériale telle qu'elle s'est mise en place il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est une langue excessivement technicienne, une langue qui là aussi a perdu... le contact avec l'humain, avec ce que j'appelais tout à l'heure les enjeux de sens, les enjeux de sensibilité, c'est une langue qui s'est mécanisée à outrance. Et j'ai un ami qui a une très jolie formule, si vous la retrouverez sur son site, dont je vous donnerai éventuellement les références. Il dit, au fond, la langue managériale, c'est une langue qui se caractérise par la dénégation du tremblement de la vie. Je trouve cette formule absolument magnifique. La vie, ça tremble, effectivement. La vie, ça tremble, la vie dans ce qu'elle a de plus fort, de plus éminent, de plus frémissant, ça tremble toujours, ça ne peut pas être fixé, c'est toujours en état de déplacement, c'est toujours nomade, c'est toujours insaisissable. Et je pense que l'une des visées absolument folles et délirantes du langage managérial, c'est cette volonté de fixer la vie dans des catégories mécaniques qu'on connaît tous aujourd'hui, qui se sont inscrites dans notre vocabulaire quotidien. On raisonne en termes de bilan, de perspective, de modalités, de procédures, d'objectifs, de stratégies, etc. Donc tout ce langage managérial, c'est pas un langage qui est confiné dans le cercle de l'entreprise. Je le dis à un moment donné, c'est un langage dont les particules fines se sont infiltrées partout, à mon sens. Vous voyez, des exemples extrêmement simples. On parle aujourd'hui, sans même s'en rendre
rendre compte de gestion des émotions. Vous allez voir un coach, un psy, va vous aider à gérer au mieux vos émotions, ce qui me paraît être une barbarie profonde. Qu'est-ce que ça veut dire que gérer ses émotions? Qu'on gère une propriété, qu'on gère un stock de matériaux, je veux bien, mais qu'on gère des émotions, j'aimerais qu'on m'explique. Et donc vous voyez, je crois qu'il y a un certain nombre d'expressions comme ça qui se sont complètement installées, qui se sont tissées à notre vocabulaire le plus quotidien, et dont on ne mesure plus à quel point elles sont complètement barbares et inhumaines. Oui, tu parles du fait qu'en France, on nous apprend à détester la langue française, notamment à l'école, par l'enseignement de langue française, par sa technicisation. Est-ce que tu peux expliquer? Mais oui, mais je peux même parler d'exemples très précis, parce qu'il se trouve que ces dernières années, j'ai aidé quelques jeunes gens en classe de première, donc qui passaient le bac de français. Je les ai aidés à préparer au mieux leur oral. J'ai évidemment regardé les cours. Bon, il y avait des cours qui étaient très bien faits, donc je ne veux pas dire systématiquement du mal de tous les enseignants, mais d'une manière générale, ce qui m'a frappé, c'est qu'on leur donne des outils tout faits pour aborder les textes de la langue française, au lieu de leur permettre de les aider à construire au mieux leur rapport avec les grands textes. Parce que je rejoins le tremblement dont je parlais tout à l'heure. Face à un grand texte, on tremble. Que ce soit un grand texte littéraire ou un texte philosophique, c'est d'abord un texte qui nous impressionne, un texte devant lequel on est en état de désarroi, devant lequel on est désarmé. Et donc je pense que l'une des volontés les plus nettes de l'enseignement aujourd'hui, c'est de nous donner, ou de donner aux élèves, des armes qui passent par-dessus ce désarroi qui me paraît fondamental, et qui vont être des méthodes, des trucs, des recettes qui vont marcher à tous les coups. Et donc là, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen, effectivement, que d'avoir... Il n'y a pas de meilleur moyen pour avoir un rapport d'extériorité à la langue française et aux grands textes de la littérature. On a un rapport, je dirais, de familiarité, un rapport d'étreinte avec les grands textes à partir du moment où on plonge dedans et à partir du moment où on s'y noie au besoin. Si on vous donne des trucs, des recettes, des méthodes qui vont vous permettre de les mettre à distance et de les traiter de la façon la plus efficace pour avoir entre 15 et 18 au bac de français, il est bien évident qu'à ce moment-là, on a un rapport d'étrangeté au texte, et on fait ce que font pas mal d'élèves une fois qu'ils ont passé le bac de français, plus jamais un livre dans mon existence. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises. Donc je crois que la détestation est programmée par la manière même dont fonctionne l'enseignement du français aujourd'hui. Et du coup, comment tu expliquerais plus en détail la crise de la culture dans laquelle on vit? Comment tu la vois apparaître dans notre société? La crise de la culture. C'est très difficile. Moi, je ne prétends pas avoir un diagnostic général là-dessus, parce que c'est un phénomène extrêmement complexe. Moi, je dirais que le ressort principal que je vois, et que je vois à l'œuvre tous les jours, et on pourra prendre des exemples dans tel ou tel domaine artistique, le ressort principal pour moi, c'est le manque d'exigence. Manque d'exigence, manque de hauteur de vue, manque de cette capacité d'étreinte dont je parlais tout à l'heure, parce que vous soyez cinéaste et que vous ayez l'idée d'une histoire que vous allez mettre en scène, que vous soyez romancier et que vous ayez aussi une idée narrative qui vous titille et dont vous avez envie de faire un roman de 250 ou 300 pages, je vais dire une banalité énorme, mais pour moi, l'essentiel, c'est de se mettre à travailler sur cette idée, d'essayer de faire en sorte que cette idée aille le plus loin possible dans sa réalisation. Or, ce que je remarque aujourd'hui, et ça c'est lié à tout ce dont on parlait juste avant la réunion, à savoir cette accélération du temps, cette technologisation dont on est victime les uns et les autres, je pense que nous sommes emportés les uns et les autres dans un mouvement qui détruit littéralement le travail. Je suis très frappé par le fait que les écrivains d'aujourd'hui, les écrivains les plus médiatisés, les écrivains les plus reconnus, sont d'abord des écrivains qui ne travaillent pas. Des écrivains qui, pour reprendre la formule de Pascal, ne sont jamais enfermés dans une chambre et n'ont jamais coupé toutes les sources possibles de divertissement
pour se concentrer sur leur œuvre. Donc d'une façon générale, moi le ressort principal que je verrais, c'est celui-là. Un autre exemple, c'est celui du cinéma. On disait tout à l'heure, on se reconnaissait parfaitement l'un et l'autre, on ne va plus au cinéma. Alors non seulement je ne vais plus au cinéma, mais je dirais quelque chose de plus radical, je n'irai surtout pas voir un film français aujourd'hui. Je regarde sur Facebook les trailers des films français, quelques secondes suffisent pour donner la mesure de ce qui se passe dans le cinéma français. C'est des couples éclatés, c'est des familles recomposées, c'est des coucheries, c'est des barbecues le samedi et le dimanche entre amis. En gros, j'ai l'impression que si dans 150 ans quelqu'un redécouvre notre civilisation par le biais des trailers, des films qui paraissent sur Facebook, il en aura quand même une idée assez étrange. Hein. Et donc il aura l'impression que ces gens-là sont focalisés sur un drôle de type d'activité. Donc je crois qu'on pourrait multiplier les exemples. Il y a d'autres domaines que je ne connais pas du tout, voire très mal, mais un ami qui connaît bien l'art contemporain me disait, après avoir lu le livre, on peut complètement transposer ça. Tous les mécanismes de la vacuité, de la vanité, de la promotion des médiocres, on peut les retrouver complètement dans l'art contemporain. Et du coup, tu distingues différents types de médiocrité dans ton livre. Oui, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à la distinction entre deux types de médiocrité. Je dirais qu'il y a la médiocrité classique, millénaire en quelque sorte. La médiocrité constitutive. On est médiocre de naissance, en quelque sorte, ou presque. On est médiocre par excès de routine, par le fait qu'on n'a pas reçu une éducation stimulante, par le fait qu'on s'est enfermé dans des schémas, qu'on s'est enfermé dans une espèce de morosité qui s'est reconduite au fil des années. Et puis, il y a la médiocrité qu'on a alimentée soi-même. La médiocrité des gens qui n'étaient pas médiocres au départ. Et là, on pourra parler de quelques exemples. Je vais être grillé définitivement si ça passe ensuite sur les réseaux sociaux, parce que j'ai quelques exemples de gens que j'ai connus lorsqu'ils étaient inconnus, et j'ai pu très nettement observer chez eux cette espèce de processus, je vais appeler ça par un néologisme, mais d'auto-médiocrisation, c'est-à-dire se rendre médiocre, arrondir systématiquement tous ses angles vifs pour faire de soi-même un produit consommable, un produit adapté à l'état du marché social, un produit qui va passer chez François Bunel, qui éventuellement va passer le samedi soir chez Ruquier, qui va avoir des interviews dans Télérama et dans les Inrocks. Donc c'est un processus qui est, à mon sens, extrêmement courant aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne jetterai pas la pierre en termes de valeur à tous les individus que j'interpelle dans le livre. Je pense que certains étaient intrinsèquement valables, mais que d'une certaine manière, le fonctionnement hypermédiatique et le fonctionnement à base d'hypervisibilité de cette société les a amenés eux-mêmes, passez-moi le terme, mais assez masculés pour passer au mieux dans les médias, pour être, comme je le disais à l'instant, des produits consommables, des produits courants, et pour raboter tous leurs angles vifs. Tu parles d'une société qui serait incapable de se percevoir dans un récit, dont la littérature n'arriverait plus justement à produire un récit. Est-ce que tu peux développer cette idée ? Oui, parce que ça aussi c'est une idée. Alors, je sais que quand j'étais enfant, j'ai des souvenirs qui remontent à 64-65. J'étais passionné par les discours de De Gaulle. Et puis on regardait les discours de De Gaulle en famille. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que je venais d'une famille née en Algérie, une famille de pieds noirs, où on avait toute raison de haïr De Gaulle. Et en définitive, malgré cette haine ou ce ressentiment, qui était extrêmement fort, on regardait quand même à la télévision, tu as encore les balbutiements de la télévision au début des années 60, on regardait quand même avec une espèce de ferveur ces discours de De Gaulle. Ça signifie que même si on avait connu dans sa propre chair une histoire extrêmement douloureuse, on était tout de même capable de prendre un peu de hauteur et de considérer qu'il y avait quelqu'un en surplomb qui était là, qui nous racontait la France. Alors avec lequel on pouvait avoir bien évidemment toutes sortes de désaccords, toutes sortes de polémiques, qu'on pouvait même injurier parfois devant l'écran. Néanmoins, il était là. Il était là, et c'était en quelque sorte l'incarnation de cette puissance romanesque de la France, de cette puissance narrative. Et j'ai l'impression, parce que j'ai eu l'occasion, quand j'ai écrit mon livre sur la guerre d'Algérie il y a quelques années, j'ai revu pas mal de discours de De Gaulle dans les années 60, jusqu'à la fin, jusqu'à 69, jusqu'au discours final qui a été celui
qui a préludé à son départ. Et j'étais très frappé du fait qu'il y avait deux choses dans ces discours. Il y avait d'abord une formidable exigence en matière de langue française. Alors, au passage, il y a quelque chose qui me paraît absolument ahurissant, c'est en 1961, avril 1961, le putsch des généraux à Alger. Les 4 généraux qui s'insurgent contre la politique gaullienne, qui est une politique d'abandon de l'Algérie française. Et au moment où De Gaulle prononce un discours pour dénoncer ce qui est en train de se passer, où il dit c'est un carteron de généraux qui mène le pays droit à l'impasse, De Gaulle, dans cette urgence maximum, est capable de forger un discours ahurissant de beauté, de précision syntaxique, avec des phrases à emboîtement, des subjonctifs imparfaits. On n'imagine pas du tout l'équivalent aujourd'hui. Je pense que dans une situation d'affolement que pourrait connaître un pouvoir politique aujourd'hui, les subjonctifs imparfaits et la syntaxe hyper précise et sophistiquée seraient jetés aux orties. Donc il y avait cette première dimension, et puis il y avait effectivement cette dimension narrative, romanesque, c'est « je suis là et je vous raconte la France ». Et ça, c'était quelque chose à quoi ses ennemis même ne pouvaient pas résister. C'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, on en vient à détester même ses amis politiques, depuis un certain nombre d'années déjà. À l'époque, c'était l'inverse. On était capable d'admirer l'ennemi politique et de se reconnaître dans une certaine parole qu'il délivrait, parce que cette parole venait d'en haut et que, d'une certaine manière, il fallait en passer par là. C'était un passage obligé. Je vous donne un dernier exemple. J'ai un ami qui est beaucoup plus âgé que moi, qui pourrait être mon père, qui me disait un jour, au fond, parce qu'il a vécu mai 68, il me disait, au fond, si mai 68 a été un fleuve qui est vite revenu à l'intérieur de ses digues, bon, on pourrait en discuter parce que le problème est plus complexe que ça. Mais si au fond le fleuve est vite revenu dans ses digues, après un grand débordement et un état de panique généralisé dans tout le pays à tous les étages, c'est parce que la statue du commandeur était là. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'à l'inverse, si le mouvement des Gilets jaunes se reconduit indéfiniment d'un samedi à l'autre, c'est qu'il n'y a plus de commandeur, et c'est qu'il n'y a plus qu'un Macron, et qu'un Macron n'est pas capable de canaliser un phénomène comme celui-là, ni par sa langue, ni par sa capacité narrative. Comment tu définirais l'idéologie contemporaine, l'idéologie de ces élites-là, en fait? Comment tu les caractérises? Sur la question. Oui, moi je pense que là aussi je vais répondre peut-être de manière un petit peu simple, mais il est toujours bon de ramener les choses à des ressorts assez simples et assez schématiques. Il y a d'abord, à mon avis, un refus de voir la réalité. C'est essentiellement ça. Je pense que tout le langage, que ce soit le langage managérial dans l'entreprise, le langage managérial dans l'éducation nationale, le langage managérial en politique, pour moi, ce langage-là se caractérise par un refus de voir la réalité et de dresser en quelque sorte des paravents ou des façades dont tout le monde sait que ça ne tient pas debout une seconde et dont tout le monde sait qu'en situation de crise majeure, ça sera balayé et emporté. Là aussi, je donne un exemple, je ne vais pas m'acharner contre lui, le pauvre, mais je pense à la dernière allocution de Macron, vous savez, la grande allocution d'une heure qui avait été suivie par les questions des journalistes, c'était au mois d'avril, je crois, et à la fin de son discours, il dit, si je me souviens bien, il faut remettre l'homme au centre de notre processus. Bon, c'est une phrase que je comprends, syntaxiquement, d'un point de vue sémantique. Je me demande ce que ça veut dire. Très franchement, ça renvoie à quoi? Remettre l'homme au centre du processus. En plus, ça fait une trentaine d'années qu'on entend cette phrase-là. La première fois que je l'avais entendue, c'était justement dans les années 80, dans l'éducation nationale. Je ne sais plus quel ministre avait dit qu'il faut remettre l'élève au centre du processus. J'ai envie de dire, mais qui était au centre du processus auparavant? Des pingouins, des sangliers, et pas des élèves? Non, mais je suis complètement ahuri quand j'entends des phrases comme ça, qui sont des phrases, je le disais tout à l'heure à Mickaël, mais des phrases qui me donnent le sentiment d'avoir des extraterrestres en face de moi. Je n'ai même plus envie d'être dans la réprobation morale ou dans la consternation intellectuelle. Il n'y a plus de sentiment. Il y a le sentiment plutôt d'une étrangeté totale. Qui sont ces gens ?
en fait? Voilà, c'est ça la question que j'ai envie de poser. On en parlait là aussi tout à l'heure, les deux ex-stratèges macroniens qui ont écrit un livre il y a quelques semaines, Amiel et Esmelien. Alors je crois que leur livre est un bide, ce qui montre qu'il y a une justice dans la France contemporaine. Et donc ces gens-là étaient interviewés, vous pouvez voir la vidéo par Nicolas Demorand pendant une demi-heure sur France Inter. J'ai tenu 5 minutes, mais 5 minutes de souffrance et de torture absolue. Parce que ces gens-là, de la même façon que leurs chefs, tiennent, chef si on peut dire à propos de Macron, ces gens-là tiennent un discours qui est ahurissant de vacuité. L'un d'eux n'arrête pas de répéter, d'ailleurs je crois que c'est son unique ligne directrice dans le livre, il faut que chaque Français maximise ses possibles. Bon. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Moi, vraiment, là j'ai besoin d'une explication de texte précise qui me dise très précisément ce que recouvre un tel slogan. Tu fais le parallèle entre la situation de l'URSS et notre époque. Est-ce que tu peux parler? Oui, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui me frappe depuis des années. Le fait qu'on est dans une situation, dans un article que j'avais publié il y a quelques années, j'avais dit une situation soviétiforme, au fond. C'est-à-dire qu'un certain nombre des réalités de notre démocratie qui se veut radieuse ont une forme qui rappelle très étrangement ce à quoi on a eu affaire dans les années 30 du stalinisme, par exemple, ou dans les années 60 du brejnevisme. Je parle à un moment donné dans le livre des usines staliniennes qui devaient obéir aux normes fixées par le plan quinquennal. Il fallait atteindre un certain quota de production. Bien évidemment, non seulement les quotas de production n'étaient pas atteints, mais les usines étaient complètement plombées par l'ivrognerie, la paresse, la déresponsabilisation des uns et des autres. On peut faire le parallèle avec l'éducation nationale de ce point de vue-là. Et tout ministre confondu depuis un certain nombre d'années, il y a ce discours de façade, ce discours de volontarisme managérial, on va faire ceci, on va mettre en place cela, on va forger tel ou tel instrument pour remédier à tel ou tel problème, qui dissimule une réalité dont tout le monde sait très bien, et pas seulement les professeurs aujourd'hui, mais dont tout le monde sait très bien qu'elle est catastrophique. Donc je crois que là, le parallèle est assez facile à faire. Moi, il me semble que d'une manière générale, alors je sais que ça choque parfois certains, qui me disent toujours « Ah bon, mais quand même, on est dans une démocratie ». D'accord, mais on est dans une démocratie dont les ressorts et le mode de fonctionnement sont à certains égards de plus en plus totalitaires, ou rappellent de plus en plus ce qu'on a trouvé, ce qu'on a vu fonctionner aussi bien dans l'Allemagne nazie que dans la Russie stalinienne. Tu parles de cette idéologie des valeurs utilisées à tout craint pour justifier tout et n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Alors là, j'y consacre un passage entier du livre parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Il me semble que c'est, passez-moi le terme, une des plus grandes foutaises des dernières décennies, le discours des valeurs. Et ça a coïncidé, j'en parlais tout à l'heure, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Lorsque la gauche mitterrandienne est arrivée au pouvoir en 1981, elle s'est voulue morale. C'est pas moi qui invente le terme, c'est elle qui a revendiqué ce terme-là, qui l'a proclamé de toutes les façons possibles. Et donc, cette gauche morale a décrété les valeurs dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et on a eu affaire, donc à partir de ce moment-là, à une grande orgie ou boulimie, je ne sais pas quel terme employer, de valeurs, et il me semble que là aussi ces valeurs ont fonctionné comme une espèce de cache-misère. Plus on proclamait la nécessité des valeurs, moins on voulait voir, parce que les valeurs c'est facile, proclamer des valeurs à tout propos, situation de crise, situation de désastre, on rappelle nos valeurs essentielles, les valeurs qui sont censées nous réunir les uns et les autres. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que ça a fonctionné comme un alibi et que ces valeurs-là, de la même manière que le discours managérial, elles ont été une manière de ne pas regarder la réalité en face et de se voiler les yeux face à des réalités qui étaient de plus en plus calamiteuses. Et du coup, tu vois comment l'avenir de la France ? Ça, c'est la question vache, c'est une question difficile. Moi, je dis dans le livre, je suis un peu désespéré, pour ne pas dire très désespéré actuellement, et je ne vois pas, à partir du moment où on a, je dirais, une exigence chevillée au corps,
quelle que soit la nature de cette exigence, que ce soit dans le domaine politique, culturel, dans quelque domaine que ce soit, je ne vois pas comment éviter cette désespérance, en tout cas, comment ne pas rencontrer à un moment ou à un autre cette désespérance. Après, il y a sans doute des moyens de la dépasser, il y a sans doute des moyens de faire avec. Moi, j'essaie de faire avec quotidiennement. Je réponds pas à ta question, j'en ai bien conscience, je l'esquive, du mieux que je peux. Donc, je ne sais pas comment je vois l'avenir de la France. Je le vois très noir, en tout cas, parce que je ne vois pas comment, par le miracle de quel sursaut, on pourrait s'arracher à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, que ce soit la situation culturelle, la situation politique, dans la mesure où les deux, pour moi, font un tout. Ce que je vois, c'est la possibilité de continuer à œuvrer, je dirais pas dans son coin, mais à travailler, à nouer des alliances les uns avec les autres, à sortir de nos solitudes respectives et à forger ou à créer des espèces de foyers de résistance qui, tant bien que mal, font entendre une autre parole que la parole ambiante. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Je sais que c'est très limité, que c'est très décevant comme réponse, mais si je suis honnête, je n'en ai pas d'autre. Tu as parlé du lien entre la politique et la littérature, et j'aimerais te demander comment tu conçois un véritable écrivain. Quel est son véritable rôle dans une société ? Alors pour moi aujourd'hui c'est très simple, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord quelqu'un qui travaille. Alors je vais répondre négativement à la question, je vais dire c'est d'abord quelqu'un, je le dis à un moment donné, un écrivain c'est d'abord quelqu'un qui se tait. Ça peut être regardé comme un paradoxe, pour moi ça n'en est pas un. Parce que je pense que les écrivains aujourd'hui, tous les écrivains dont on peut citer les noms, les écrivains qui passent aussi bien chez Bunel que dans d'autres émissions télévisées ou radio, pour moi, ce sont des écrivains qui parlent trop et qui se font absorber, qui se font dévorer par une certaine forme de visibilité qui ne peut être, à mon sens, que négative, qui ne peut être que néfaste pour le travail d'écriture. Je pense que dans une période, on en parlait à l'instant, dans une période très chaotique, comme la période actuelle, je ne crois pas que le travail d'un écrivain, ça soit d'aller sur les plateaux télévisés et d'ajouter son petit mot à tous les autres petits mots qui se disent, celui d'une personnalité politique, d'un sociologue, d'un politologue, et ainsi de suite. Je crois que son premier travail, si je peux dire, c'est un travail de retrait. Il a un devoir de retrait, il a une obligation de travailler, de se consacrer à son œuvre, de polir des phrases, et donc de ne pas se laisser happer par cette espèce de spirale de visibilité qui ne peut être, encore une fois, que destructrice, parce que je le répète, j'ai vu des gens valables être happés par cette espèce de machine, des gens qui avaient quelque chose, des gens dont j'ai admiré les livres au départ, je pourrais citer un exemple tout à l'heure, et qui ne sont plus aujourd'hui que des produits lambda, l'un a eu le Goncourt, l'autre a eu un autre prix. Et donc on voit bien, j'ai vu de manière extrêmement concrète, là il ne s'agit pas de parti pris de ma part, j'ai vu de manière extrêmement concrète comment un individu pouvait se laisser happer par une espèce de grande broyeuse. Qu'est-ce que tu reproches fondamentalement aux écrivains comme Houellebecq, tous ces gens-là qui sont un peu au devant de la scène et qui pourtant n'écrivent pas des choses totalement insignifiantes? Alors Houellebecq, c'est pas insignifiant, effectivement, parce que Houellebecq, alors je déteste Houellebecq, je le précise tout de suite, mais je considère pas ça comme un écrivain, je le considère pas comme un écrivain insignifiant, parce qu'il est au moins le seul à avoir pris à bras-le-corps un certain nombre de problèmes, de thématiques, de difficultés dans lesquelles on se débat actuellement, et à faire de tout ça quelque chose qui finit, grosso modo, par ressembler à une œuvre. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que Houellebecq a juste la chance de sa névrose. Parce qu'on n'a pas tous des névroses chanceuses. Il y a des névroses qui sont refermées sur elles-mêmes, et puis il y a des névroses qui sont en prise directe sur le monde. Lui, il a une névrose qui est vraiment connectée de manière extrêmement frémissante, j'ai envie de dire, avec la névrose de tous ses contemporains. Et du coup, chaque fois qu'il écrit un livre, vous avez des milliers, des centaines de milliers de gens qui s'y retrouvent. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la littérature. Récemment, j'ai relu, parce que je me suis dit, il faut quand même être de bonne foi de temps en temps, et j'ai lu, je n'ai pas relu. Soyons justes, soyons honnêtes, j'ai lu Les Particules élémentaires, que je n'avais jamais lu jusqu'au bout. J'ai eu beaucoup de difficultés, je
vous l'avoue, j'ai trouvé ça extrêmement mauvais sur le plan littéraire, parce que Houellebecq, comme tous les gens dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. De temps en temps, il lui arrive de lâcher une phrase talentueuse, c'est presque à son corps défendant, il s'en rend même pas compte. Mais c'est de toute évidence quelqu'un qui ne travaille pas, d'une part. D'autre part, moi je pense que c'est pas pruderie de ma part, ce que je vais dire, parce que j'ai écrit un livre sur Rabelais, donc je suis pas prude ou pudibond. Mais cette omniprésence de la sexualité glauque, ça finit par m'ennuyer au dernier degré. Et cette prise directe qu'il a sur la société actuelle, et même d'une manière générale sur le monde contemporain, c'est une prise assez superficielle, en définitive. Houellebecq n'est ni Flaubert ni Balzac. Ça, pour moi, c'est très clair. Il ne s'agit pas de tout confondre. Et je crois que quand il y a des délires journalistiques, parce qu'il y en a eu aussi bien dans le Figaro que dans Libération, il y a des délires journalistiques qui portent Houellebecq au pinacle, on est là dans la déraison la plus totale. Tu reproches du coup un manque de style à toute cette littérature. C'est un manque de style. C'est un manque de style parce que qu'est-ce qui a fait la littérature française? Pour moi, c'est quelque chose de très simple. On peut remonter, allez, on va remonter jusqu'au XVIIe siècle. C'est que des écrivains ont inscrit dans un style un moment particulier de l'histoire de France. Voilà. Pour moi, on peut définir, ou en tout cas on peut approcher ou circonscrire la littérature française de cette façon-là, c'est cristalliser un moment dans un style particulier. La Bruyère fait ça, Voltaire fait ça, Balzac, Flaubert, Proust, etc. Et donc, cette inscription d'un moment particulier de la littérature, de la politique, de la culture, de la vie sociale de la France dans un style, je ne le vois pas aujourd'hui. Houellebecq, effectivement, est quelqu'un qui a l'art de convoquer toutes sortes de problématiques contemporaines, mais il est dénué de style au dernier degré. Or, l'écrivain, c'est d'abord ça. Moi, j'ai une vision très flaubertienne, en fait, de l'écrivain. Flaubert disait, au fond, que l'écrivain, c'est celui qui doit forger un style en le préservant de toute la palabre, de tout le verbiage social. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation comme celle-là. On y est encore beaucoup plus fortement, me semble-t-il, qu'à l'époque de Flaubert. On est dans une époque de palabres surmultipliées, de verbiage généralisé, et donc la tâche de la littérature devrait être une tâche, j'ai presque envie de dire, de bastion, en fait, en tout cas de préservation de la littérature, des atteintes et des assauts de tous ces langages qui ne sont pas des langages, qui ne sont, je le répète, que des verbiages. On va peut-être passer aux questions en public, ce qui me permettra aussi de poser par ailleurs, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à en formuler. Oui ? Vous avez parlé d'un blog d'analyse. Oui, c'est le blog Stalker de Juan Asensio, S-T-A-L-K-E-R, et Juan Asensio a été invité par Michael l'année dernière. Voilà. Très bon blog de littérature. Vous trouverez des articles extrêmement divers de littérature, de politique, de philosophie, et donc c'est très politiquement incorrect, il faut le dire tout de suite. Est-ce que le langage managérial, c'est pas justement le style du XXIe siècle? De poésie du capitalisme. Oui, alors en étant très généreux et en étant très laudatif pour ce langage, parce que moi je suis frappé quand je lis cette prose-là par son caractère anti-stylistique et anti-poétique. Alors ce sont des gens qui n'ont pas de style et qui n'en auront jamais, qui ont simplement des catégories qu'ils agencent et qu'ils réagencent. Et la littérature, c'est pas ça. La littérature, ça n'est pas une combinatoire. Or, ce langage-là, c'est une combinatoire. Alors, il y a un humoriste que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, je ne pourrais pas vous citer son nom, mais qui fait ça très bien. En fait, il a un certain nombre de mots qu'il a sur des fiches. Vous connaissez Franck Lepage. Voilà, c'est Franck Lepage, effectivement. Donc, il fait ça de façon très drôle, et je trouve que, du coup, il touche le nerf même de ce langage. C'est un langage qui se contente d'avoir un lexique et qui peut brasser et rebrasser ce lexique à l'infini. Vous lui donnez modalité, gouvernance, éthique, procédure, objectif, et à partir de ça, il vous fait 50 discours différents. Mais je crois que c'est pas caricatural. Donc on est effectivement là aux antipodes du style et de la poésie. D'autres questions ? Oui, il y a eu un débat Macron face aux intellectuels qui est retransmis sur France Culture il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. J'en pense que du mal.
j'en pense que du mal dans la mesure où la procédure était dérisoire. Marcel Gauchet en a très bien parlé. Vous retrouverez la vidéo où il évoque un petit peu ça. Il a refusé d'y aller quand il a appris comment les choses allaient se dérouler. Si je me souviens bien, je crois que c'était 5 minutes de monologue par intellectuel et ensuite un grand discours conclusif de la part de Macron. Donc moi je pense que les intellectuels qui sont allés participer à cette farce se sont discrédités et déshonorés. Là je suis très violent contre ça. Heureusement, quelques-uns ont refusé de se prêter à ce jeu-là, qui est vraiment de l'ordre de la farce pour moi, parce que c'est, je disais tout à l'heure, il y a des langages qui sont à l'opposé du style et de la poésie. Là, on est aux antipodes de la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Je reprends mon terme de tout à l'heure. La parole, c'est le frémissement. La parole, c'est l'inconnu. La parole, c'est ne pas savoir ce qui va vous débouler dessus, ce que tel ou tel interlocuteur va vous dire. C'est le désarroi que vous pourrez éprouver face à telle ou telle réaction, face à telle ou telle question. À partir du moment où tout est balisé, jalonné, encadré d'une façon comme celle qui a présidé à la rencontre entre Macron et les intellectuels, rien ne peut advenir, rien. Est-ce que tu vois une solution politique à la crise dans laquelle on vit ? Très franchement, non, parce que je pense que le milieu politique, la classe politique d'une manière générale, s'auto-reproduit depuis des années. On voit les mêmes réflexes, on voit les mêmes schémas chez les jeunes et chez les vieux, on voit les voir de part et d'autre de l'échiquier politique, les discours sont les mêmes et donc la même mécanique est à l'œuvre. C'est pour ça que je serais très pessimiste une fois de plus. Et les gilets jaunes, t'en penses quoi en tout ça ? Les gilets jaunes, moi j'ai trouvé que c'était très légitime au début, et puis très vite la dérive est venue et je me suis senti incapable d'adhérer au fur et à mesure que les semaines passaient. Au début, ce que j'ai trouvé extrêmement fort, extrêmement légitime, c'était l'irruption de cette France invisible, qui n'est pas d'ailleurs au passage la seule France invisible, parce qu'il y a plein d'autres formes d'autres France invisibles qui ne se manifestent pas, qui ne sont pas descendues dans la rue. Et moi ce que j'attends, au fond, c'est l'irruption par des moyens qui resteront à trouver, mais l'irruption de toutes ces Frances qui sont très nombreuses, encore une fois, parce que la France d'aujourd'hui est très morcelée, très fragmentée, de toutes ces Frances qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Je vous donne un exemple. Je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait on a l'impression que quand on regarde la vie culturelle, la vie littéraire, plus précisément, les écrivains médiatisés sont lus par une masse de gens qui sont appréciés, etc. Mais en fait, il y a toute une frange qui est extrêmement virulente contre la domination des pseudo-écrivains dont je parlais tout à l'heure, et qui ne trouvent pas à s'exprimer, ou alors qui trouvent à s'exprimer dans les recoins. Moi je suis toujours frappé, alors certains amis sont très étonnés que j'aille lire ça, les commentaires qu'on trouve sur Fnac.com ou Amazon. Mais ils sont souvent extrêmement pertinents. J'ai envie de dire à des gens, mais exprimez-vous, dites votre horreur ou votre abomination de tel roman qu'on a vanté chez Bunel avant-hier soir. Et donc vous voyez, il y a comme ça un certain nombre d'avis extrêmement énergiques, extrêmement pertinents, dont je me dis parfois qu'il faudrait les réunir, les rassembler. Il faudrait qu'il y ait une espèce de synergie entre ces voix isolées qui ont parfois beaucoup plus de légitimité que celles de critiques qui s'expriment dans les Inrocks ou dans Libération. Et donc j'ai envie de dire à cette France-là, sortez de l'invisibilité. Est-ce qu'on peut reconstruire une langue en parallèle à cette langue du management ? Est-ce que c'est notre rôle principal, ce ne serait pas justement d'essayer de dépasser le langage dans lequel on vit ? Reconstruire une langue contre celle du management qui est prédominante aujourd'hui, ça me paraît extrêmement difficile. En tout cas, ce que j'essaie de faire pour ma part, et ce qu'on peut essayer les uns et les autres, à notre petit niveau isolé, c'est de réagir contre un certain nombre de mécaniques de langage qui se sont imposées presque à notre corps défendant et dire parfois, que ce soit en situation, je dirais, personnelle ou en situation sociale, dire aux gens, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et je prends un simple exemple, j'en parlais dans l'émission, parlais tout à l'heure avant-hier soir, j'entendais des jeunes gens dans un café
la situation était un peu semblable à celle-là. Il y avait un groupe à côté de moi, des jeunes gens très bien mis, et garçons et filles, une vingtaine d'années. L'un d'eux dit à un moment donné aux autres, « Moi, mon problème, c'est que je ne sais pas bien me vendre. » J'ai envie de hurler quand j'entends ça. J'ai envie de hurler, j'ai envie d'aller vers le groupe, et puis j'ai envie de taper un grand coup de poing sur la table. Et je me demande ce qui me retient. Je me demande quelle espèce de pudeur sociale fait que je n'y suis pas allé. C'est abominable d'entendre ça. Et je crois que plus on sortira les uns et les autres des limites qu'on s'impose, et plus on interviendra dans des situations où des langages intolérables se déploient en toute tranquillité et en toute certitude, en toute assurance, plus on essaye de faire ça, et plus ces langages reculeront. Mais ces langages sont tissés à nous, comme je le disais tout à l'heure. Des questions peut-être? N'hésitez pas à n'importe question générale. On peut simplement dire qu'on ne comprend pas et s'en tenir éloigné en refusant de regarder la télévision, Ouais. Parce que c'est très contagieux. C'est très contagieux. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir. On a envie de savoir ce que c'est faire son coming out, ou un truc comme ça. Donc, voilà, il y a un langage aussi très inspiré de l'anglais, évidemment, qui est très pénible aussi. Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, moi je pense souvent à Solzhenitsyn et à un très beau texte qu'il avait écrit au début des années 70. Il était évidemment, comme vous savez, en grande difficulté avec son pays à ce moment-là. Et dans ce texte, il disait « Qu'est-ce que je peux faire ? Moi, petit individu, contre l'énorme machine du mensonge totalitaire. » Et il avait cette réponse qui me paraît formidable. Il disait, je peux faire au moins une chose, c'est que le mensonge ne passe pas par moi. Voilà. Et ça me semble très fort. Vous voyez, ne pas se faire le vecteur de quelque chose d'abominable. Et de choses abominables, mais qui sont tellement, encore une fois, tissées à l'air du temps, qu'on finit par ne plus se rendre compte qu'elles sont abominables. Que des jeunes gens puissent dire, en toute quiétude, comme ça, je ne sais pas assez bien me vendre, c'est l'abomination suprême. Parce que c'est quoi ? C'est un consentement tranquille à la prostitution. C'est faire le trottoir. Expliquez-moi la différence entre faire le trottoir et puis ça. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je pense même que c'est pire. Comme je vous parlais tout à l'heure d'un ami beaucoup plus âgé que moi, il disait au fond, quand on vend son corps, à la limite, on peut penser à autre chose. Quand on vend son âme, on ne peut pas penser à autre chose. Donc, je vous laisse la formule, vous en ferez ce que vous voudrez, mais elle me semble très bonne. Des questions peut-être ? Mais relisez encore une fois, ces textes de Solzhenitsyn, les textes qu'il a pu écrire, notamment dans les années 70, je trouve qu'ils sont parfaitement applicables à la société actuelle. Dans votre livre, vous parlez vous en avez parlé un peu pendant la conférence, de l'emphase qui est mise sur les valeurs dans tous les domaines, dans la politique, dans l'école, dans l'entreprise. Et on a l'impression que plus on parle de valeurs, plus en fait ces domaines-là et ces pratiques-là perdent leur substance, deviennent totalement vides. Comment vous analysez ça aujourd'hui ? Je crois tout simplement que ça permet, encore une fois, de ne pas regarder la réalité. C'est-à-dire que moi j'ai été frappé, notamment lors des attentats terroristes. À chaque fois, et quel que soit le gouvernement, on a un grand brandissement, un grand affichage de valeurs, mais j'ai envie de dire, ces valeurs-là, comment se traduisent-elles concrètement dans l'action politique ? Or, c'est ça le problème, c'est que ces valeurs-là et l'invocation de ces valeurs sert à se dédouaner ou à se déresponsabiliser politiquement. Je pense que plus on est dans les valeurs et moins, on est dans l'action. Je cite à un moment donné, je ne m'en souviens plus exactement, mais une phrase de Nietzsche, donc vous voyez, je ne suis pas le premier à dire ça. Nietzsche disait exactement la même chose. Il disait au fond que l'action se dissout ou se dilue dans l'invocation des valeurs supérieures. C'est-à-dire que plus vous montez haut dans l'emphase, dans la déclamation, dans la rhétorique des valeurs, et moins vous êtes apte à agir sur le terrain, à agir concrètement, à agir pratiquement, à prendre des décisions, à prendre à bras-le-corps des problèmes qui vont devenir explosifs si précisément ils ne sont pas pris à bras-le-corps. Moi j'ai une question.
Tu parles d'un conformisme de plus en plus prégnant dans notre société, une absence de liberté chez les individus. Comment tu vois ça ? Le conformisme, il est dû à une énorme pression sociale, à mon avis. Tout à l'heure, avant la réunion, on parlait notamment de la pression considérable, moi ça me frappe toujours, qui s'exerce aujourd'hui sur les adolescents, notamment sur les adolescents qui sont au lycée, qui se dirigent tout doucement vers le bac et vers les études supérieures. Je trouve que par rapport à mon époque, il y a une pression anxiogène qui est absolument considérable. Et cette pression ne peut que favoriser le moule, bien évidemment. C'est comment est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour bénéficier d'une filière d'excellence, pour faire des études qui vont se révéler porteuses, et ainsi de suite. Donc, toutes ces questions-là, qui sont liées à la pression sociale, pour moi, ne peuvent que favoriser le conformisme. C'est très net. Mais pourquoi il n'y a plus de liberté à l'heure actuelle, du coup ? Vous avez des idées ? Il y a une forme de grégarisme, et puis il y a une forme de grégarisme. Les gens n'ont pas envie d'être seuls, s'ils disent ce qu'ils pensent et s'ils montrent ce qu'ils sont, en général, ils ne se font que des ennemis. Quand ils ont des angles un peu vifs, comme vous avez parlé, oui. Et puis il y a la répression, tout bien simplement, sûr. le poids, la répression judiciaire, tout simplement. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez envie de mettre le poing sur la table, on a presque envie de vous dire, il fallait mettre le poing dans la figure, je crois. Oui, mais vous avez parfaitement raison. L'envie qui me démangerait, ce serait plutôt celle-là. Ce serait plutôt le poing sur la figure que le poing sur la table. Bon, je ne suis pas très violent, et puis je sais me retenir. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Je vous donne un simple exemple, parce que je trouve que toujours les anecdotes micro-sociales valent toujours leur pesant d'intérêt. Un ami me racontait qu'il était dans une soirée, et à un moment donné, il dit aujourd'hui, il est prof de français, aujourd'hui il faut parler d'Édipe, le personnage antique, dans les termes suivants. C'est qu'il a tué son parent 1 et couché avec son parent 2 à l'insu de son plein gré. Et il me dit, ça a provoqué une espèce de consternation généralisée dans la soirée. Tout le monde a plus ou moins baissé la tête. Pourtant, ça ne me semble pas aller très loin dans le politiquement incorrect. On peut faire bien pire. Et je crois que lui est capable de bien pire. Quelques instants plus tôt, avec 2 ou 3 autres fumeurs, ils sortent du salon et quelqu'un lui dit, vous savez, j'étais complètement d'accord avec vous, mais pour la maîtresse de maison, je n'ai rien dit. Bon ben voilà, vous avez toute la société française ici. D'une certaine manière, vous avez une espèce de petite fable de la lâcheté française, au fond. Le grégarisme, dont vous parliez tout à l'heure, mon sentiment profondément se hérisse contre la bêtise ambiante, mais il est hors de question de le dire publiquement. Je vais le glisser à la personne qui a proféré une énormité en fumant une cigarette avec elle. Mais je pense que, de ce point de vue-là, alors je ne suis pas toujours d'accord, de loin pas, même, avec ce que dit Éric Zemmour, mais dans le dernier débat qu'il a opposé à, je crois que c'était Cohn-Bendit, c'était Safran, voilà. Dans le dernier débat, je trouve qu'il a bien mis l'accent sur le ressort fondamental qui est la lâcheté française. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça, littéralement, dont on est en train de crever. Parce que je suis désolé, je n'ai pas d'autre mot. La lâcheté qui refuse de nommer les problèmes, et là on retrouve le problème du langage, la lâcheté qui refuse de prendre tout ce qui pourrait ressembler à l'embryon d'une décision, la lâcheté qui pourrait... je pourrais multiplier les exemples, mais il me semble que si on veut toucher du doigt les fondamentaux, parmi ces 2 ou 3 fondamentaux, il y a celui-là, la lâcheté française. Tu parles de ton amour des personnes enracinées avec du caractère. Tu dis qu'elles sont en voie de disparition. Pourquoi cet amour ? Parce que moi je tiens beaucoup à l'enracinement. Je tiens beaucoup à cet enracinement. Et plus précisément, alors c'est une notion dont j'ai parlé dans le 2e ou 3e chapitre. Moi j'ai toujours été fasciné par l'idée du commencement. En fait, c'est une idée que j'ai retrouvée dans plusieurs de mes livres. C'est au fond, c'est quoi un commencement ? C'est une question très bête, très banale apparemment, mais qui devient vite fascinante et à multiples tiroirs à déconstruire, à la creuser.
une grande histoire d'amour, où est-ce que ça commence, hein? Un processus de dégradation, où est-ce que ça commence? Et donc, cette histoire de commencement, j'y suis très sensible pour les individus. J'avoue que je ne m'intéresse qu'aux individus qui peuvent dire où ils ont commencé. Alors, au passage, les commencements, on peut en avoir plusieurs, les uns et les autres. Moi, j'en ai au moins 2 ou 3. Mais j'en ai un, c'est l'Algérie. C'est très clair, même si j'ai pas connu l'Algérie, parce que j'étais trop petit au moment de l'indépendance, c'est une Algérie reconstituée, c'est une Algérie revécue par le regard et la voix des adultes, mais en tout cas, je sais que j'ai un point d'enracinement là, dans ce pays, dans ce qui s'est passé de tragique dans ce pays pendant 8 années, c'est un de mes commencements. Et je me dis souvent, au fond, que plus je connais quelqu'un, plus j'ai envie de savoir où il a commencé. En fait, quel est son commencement? Ou quels sont ses commencements? J'ai commencé là, parce que pour moi, il s'est passé quelque chose de décisif. Ça peut être un paysage, ça peut être une circonstance historique, ça peut être une circonstance familiale, ça peut être un livre. J'ai commencé le jour où j'ai lu Proust, ou j'ai commencé le jour où j'ai lu Nietzsche. Mais en tout cas, je pense qu'un individu qui n'est pas capable de nous faire comprendre où il a commencé et en quoi ce commencement continue de l'irriguer, littéralement, en quoi ce commencement reste non pas un point géométrique, mais quelque chose qui continue à donner sens à son existence, celui qui n'est pas capable de ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce qui me semble très flagrant dans les élites contemporaines, c'est que les uns et les autres n'ont commencé nulle part. Et n'ayant commencé nulle part, ils n'en finissent plus. À chaque instant, on a devant nous des gens qui n'en finissent plus. La France a le record de ce point de vue-là, des gens qui n'en finissent plus, qu'on voit depuis des décennies. On traîne BHL depuis combien de temps, Et puis c'est pas le seul exemple, il y en a plein d'autres comme lui. Mais c'est des gens qui n'ont ni commencé, qui n'ont ni commencement ni fin. Et du coup, c'est quoi l'origine de la crise européenne, française, sur le commencement? Comment tu vois le parcours, cette décadence dans laquelle on vit? C'est très difficile à dire. Tu vois une cause fondamentale, par exemple? Il n'y a pas de cause fondamentale. Alors, il n'y a pas de cause fondamentale, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que moi j'ai parlé des fameuses années 80, et j'ai bien pris la peine de préciser que je parle à travers ma sensibilité personnelle. Je ne prétends pas que tout a commencé dans les années 80. Quelqu'un qui a 80 ou 75 ans aujourd'hui peut dire « moi j'ai connu le commencement » ou « j'identifie le commencement à tel ou tel moment ». Ce qui est très clair, en tout cas, c'est si on remonte très loin, c'est qu'il y a un problème de médiocrité, je vais dire une horreur, mais après tout, on est relativement peu nombreux. Il y a un problème de médiocrité qui est lié à la société démocratique elle-même et qui a été identifié dès le XIXe siècle. Et là, j'ai de multiples paravents derrière lesquels m'avancer. Balzac le dit, Flaubert le dit, les frères de Goncourt le disent, tous les grands écrivains, à part Hugo, qui serait peut-être le seul de gauche dans toute la bande, mais tous les grands écrivains l'ont dit et répété au XIXe siècle, il y a un problème de médiocrisation de la société à partir du moment où on entre dans un type de société qui est travaillé par la dynamique démocratique. C'est plus le marché que la démocratie dans ce cas-là. C'est le marché, c'est la démocratie, parce que les deux choses se nourrissent bien en fait sûr, l'une l'autre, qui se nourrissent plus que la l'une démocratie l'autre. en elle-même, qui est un concept plus politique. Oui, mais la démocratie, c'est un marché des idées, c'est un marché des livres. On le voit très bien, moi je relisais récemment Les illusions perdues de Balzac. En 1800, je crois que le livre est écrit dans les années 1830, et il porte sur le début des années 1820. Mais le constat, c'est celui de la société française d'aujourd'hui. C'est une société littéraire, journalistique, culturelle, qui est devenue un marché sur lequel s'agitent des prostituées. C'est ce que disent plusieurs personnages du roman. Et de ce point de vue-là, notre société n'a rien inventé. Elle n'a fait qu'approfondir une dynamique qui était déjà présente dans les années 1820-1830. Au fond, je crois que cette dynamique de médiocrité dénoncée par les écrivains, elle a quasiment 2 siècles derrière elle. On a l'approfondissement, l'exacerbation, aujourd'hui, d'une dynamique qui est très ancienne. Ça s'appelle l'égalitarisme. Vous dites de la démocratie, je dirais plutôt l'égalitarisme, qui empêche tout jugement, Complètement. qui évidemment produit la médiocrité,
Et en fait, produit une forme de déshumanisation, puisqu'il n'est plus possible de discriminer. Or, quand je choisis de porter un pantalon rouge plutôt qu'un pantalon bleu, j'ai discriminé. Et on ne peut plus le faire actuellement. Quand on dit démocratie, plutôt l'égalitarisme. Oui. Pour moi, c'est lié. Pour moi, c'est lié, et dans l'esprit des écrivains, et sous la plume même des écrivains que j'ai cités, quelle est leur bête noire? C'est l'égalité, en définitive. Parce que ces écrivains-là jouent, en quelque sorte, la liberté contre l'égalité. Ce sont des farouches partisans de la liberté, que ce soit Baudelaire, enfin Balzac, Flaubert, etc. La liberté, et la liberté individuelle, dans ce cas-là de plus inventif, dans ce cas-là de plus farouche, c'est quelque chose à quoi ils tiennent. Mais le grand ennemi de la liberté, pour eux, c'est l'égalité, et surtout l'égalitarisme. Le fait que tous les individus, et Tocqueville l'a très bien dit dans La démocratie en Amérique, qui est l'équivalent, au fond, sous forme d'essai, de tout ce que les écrivains et romanciers, Balzac, Flaubert, les Goncourt, etc., écrivent à peu près de manière contemporaine. Tocqueville l'a bien dit. J'estime, dans une société démocratique, que tel et tel individu n'a pas plus de lumière que moi. Donc je refuse toute forme de verticalité, toute forme d'autorité, toute forme de transcendance. On est dans une horizontalité totale où X ne vaudra jamais mieux que Y, et où il est presque scandaleux de dire qu'un individu vaut plus qu'un autre, qu'il y a des vies qui ont plus de relief, d'envergure et de substance que d'autres. Aujourd'hui, c'est un scandale de dire ça. Toute vie se vaut, toute existence a ses droits, c'est le grand bariolage, le grand métissage et tout ce qu'on voudra. Enfin, vous connaissez le discours contemporain. Question ? Oui, alors je reviens un peu sur la littérature. Donc, vous avez dit tout à l'heure que la méthode, la recette crée un rapport d'extériorité au texte. Mais que serait un enseignement pertinent de la littérature et comment on rend quelqu'un sensible à la littérature? Mais on ne peut le rendre sensible à la littérature, on va dire des choses très concrètes. On ne peut pas rendre un élève de seconde ou de première sensible au texte littéraire, parce que c'est vraiment dans ces classes-là, dans la perspective du bac de français, qu'on se confronte vraiment au texte littéraire. Vous ne pouvez pas rendre un élève sensible à la littérature, au grand texte de la tradition, si, dès l'origine, il n'a pas baigné dans un milieu de langage. C'est-à-dire si, dès ses premiers mois, dès ses premières années, il n'y a pas eu des histoires qui lui ont été racontées quand il était enfant, s'il n'y a pas eu un milieu de langage exigeant, où on lui apprenait à déployer la palette des mots, la palette, l'éventail des synonymes. Donc, vous voyez, je crois que c'est impossible si, dès les origines, et dès, je le répète, le plus jeune âge, de la même façon qu'on dit qu'il faut initier un enfant à la musique dès le ventre de sa mère, je pense que c'est un petit peu la même chose pour les mots, pour la musicalité du langage, pour la grande rhétorique française. Si vous n'y avez pas été baigné au plus tôt, ça n'est pas à 15 ou 16 ans que vous allez pouvoir vous confronter au texte littéraire. Vous allez être dans une situation d'extériorité obligée. Et les textes, ça sera une corvée, ça sera un pensum, vous n'y entrerez jamais. Moi, je vois très bien mes amis qui enseignent, j'ai encore quelques amis enseignants, qui me disent que les élèves, alors je vais employer des mots proscrits, mais les élèves français de souche, aujourd'hui, sont parfois dans le même rapport d'extériorité avec leur propre langue que des fils et des filles d'immigrés. Il y a quelque chose qui ne va plus là-dedans. Là, notre propre langue nous est devenue étrangère. On ne la comprend plus. Je parlais tout à l'heure des discours de De Gaulle. Je pense que la complexité des discours de De Gaulle ne serait plus comprise aujourd'hui par la grande majorité des Français. Parce qu'il y a trop de sophistication, trop de raffinement. De Gaulle était quelqu'un qui se situait dans la grande tradition depuis Bossuet. Il savait faire des phrases ternaires sur plusieurs lignes d'affilée. Et il y avait une espèce de déploiement fabuleux là-dedans. Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile d'entendre simplement des phrases comme ça. Oui ? J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Attends, parce qu'il y a un contre-jour là. Oui, ça va. Non, ça va. Pour ma propre expérience, je vous rejoindrai en partie, mais après peut-être que je suis... je peux à la fois être pessimiste et optimiste, je dirais que je suis plus optimiste.
Il y a que l'espoir qui est vivre. C'est que je suis arrivé sur le territoire français à l'âge de 7 ans. Oui. J'ai cumulé pas mal de difficultés pendant toute ma scolarité, on va dire jusqu'au lycée, jusqu'à l'âge justement de 15, 16, 17 ans, où à ce moment-là j'ai mis le pied, on va dire, dans la littérature, tout ce qu'on pouvait apprendre déjà dans le programme en vue du bac de français. Mais c'est pour diverses raisons. Il y a aussi un peu d'orgueil là-dedans. Mes parents n'ont jamais foulé une classe, n'ont jamais entré le pied dans une école. Et donc j'ai découvert à ce moment-là une nouvelle dimension à laquelle je suis rentré pleinement parce que, peut-être je dis, peut-être aussi par orgueil, certaines réflexions de professeurs sur l'expression écrite. D'ailleurs, je les remercie. C'est une question. Oui, non, mais justement, qui est la base, c'est l'expérience. L'expérience, si on ne l'évoque pas, peut-être que la question ne sera pas totalement comprise. C'est pour vous dire que, je vous rejoins en partie sur le fait que si on n'a pas baigné très tôt, j'ai pas baigné très tôt dans la littérature française. Alors, il y a peut-être mes parents lire, par exemple. Il y a peut-être deux voies d'accès. Il y a le bain, très tôt, ou le fait qu'à un moment donné, vous bénéficiez de quelqu'un qui fait office de passeur entre vous et puis, ça peut être la littérature, ça peut être les mathématiques, ça peut être la biologie, ça peut être tout ce qu'on voudra. C'est que quelqu'un, à un moment donné, va vous donner la porte d'entrée, il va vous donner la voie d'accès. Quand ça arrive, je reconnais que c'est miraculeux, mais j'ai envie de dire, vous allez me dire que je suis pessimiste peut-être, mais j'ai envie de dire que cette fonction de passeur que les professeurs et les instituteurs avaient jusqu'à une date relativement récente, elle est de moins en moins possible aujourd'hui du fait des contraintes des programmes, du fait des directives auxquelles sont soumis les enseignants et qui d'une certaine manière stérilisent l'enseignement. Oui, bien sûr, c'est juste moi sur la note optimiste. Mais je suis d'accord. Il y a de l'espoir, je pense que même après cet âge-là, on est un peu peut-être aussi perturbé. Bien sûr. Il peut y avoir justement ces passerelles-là qui. Mais vous voyez, vous avez l'exemple fabuleux qui est celui de Peggy. Peggy qui a un instituteur, je crois que c'est dans les années 1880, un instituteur fabuleux qui va lui apprendre ce que c'est que la langue française et puis qui va le repérer, qui va lui dire « Toi, tu feras des études, même si ta mère est rempailleuse de chaises, alors que normalement, il aurait dû aller dans ce qu'étaient les voies de garage de l'époque. » Donc vous voyez, je pense malheureusement, là je rejoins ce qu'avait dit Alain Finkielkraut dans son livre sur Peggy, je pense que malheureusement, le fonctionnement de la société actuelle est tel que ces passeurs, qui étaient extrêmement précieux, mais je prends le mot passeur au sens littéral, c'est quelqu'un qui va vous amener d'une rive à une autre. Ces passeurs sont de moins en moins possibles aujourd'hui. On fait tout en tout cas pour les décourager. Je vous rejoins, mais il y a encore des brèches. Il y a des brèches. Voilà. Il y a des brèches. Ça, on est d'accord. Et puis les brèches, il faut aussi infiltrer chaque fois qu'on en découvre. Il faut avoir la capacité de les entrevoir, sinon on passe à côté aussi. Cette médiocrité d'expression, au fond, elle ne traduit qu'une médiocrité de conceptualisation. Si les gens ne s'expriment pas, c'est parce qu'ils n'ont rien à exprimer la plupart du temps. Bien sûr. Mais j'ai presque envie de vous dire que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas de langage qu'on manque de choses à exprimer. Quand vous avez, comme je disais tout à l'heure, une palette de synonymes, vous dites pour décrire la couleur crème de la façade, en face de moi, j'ai 3 ou 4 mots possibles. J'ai 5 ou 6 formulations. Il est bien évident que ça va transformer mon rapport à la façade. Si j'ai peu de mots, cette façade, je ne la vois même pas. Et j'en parlerai à personne. Si j'ai des mots, si j'ai des formules, tiens, il y a une façade qui n'est pas inintéressante en face de moi. Donc vous voyez, j'insiste beaucoup sur le fait que donner aux gens du langage, c'est enrichir du même coup leur vie. Je vous donne des mots, les mots, ce n'est pas simplement des outils, c'est un moyen de dynamiser, d'enrichir, de donner de la substance à votre vie. Donc ça fonctionne dans les deux sens, en fait. Et
vous avez parlé de la responsabilité de l'université. Alors historiquement, oui, on voit très bien l'université, qu'elle a fait son rôle intellectuel, mais je pense qu'on arrive en fin de course. Et comme vous l'avez dit, c'est dès le début que les instituteurs devraient. C'est un point, pas de détail, mais les méthodes d'apprentissage de lecture sont, à mon avis, extrêmement responsables aussi. Parce qu'on n'apprend pas aux enfants, et c'est valable dans toutes les matières, à faire marcher leurs neurones. On leur demande d'appliquer là aussi des techniques que vous avez décrites au début, pour découvrir ce qu'est un mot, mais leur synapse ne fonctionne pas. On leur apprend pas à la réflexion. On ne leur apprend plus jamais ensuite, je pense, compétence. Oui. Question. Est-ce que vous pensez à la possibilité d'existence d'élites de remplacement, aussi bien culturelles que politiques en France aujourd'hui, dans quelques années? En l'état actuel, dans quelques années, je ne pourrais pas dire. En l'état actuel des choses, ça me semble très très difficile et les choses me semblent très mal parties. C'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Je ne vois pas comment la situation pourrait changer. Vous savez, je pense, c'est pas du tout pour étaler mes diplômes que je vous dis ça. Moi, j'étais à Normal Sup dans les années, fin des années 70, début des années 80. Bon, à Normal Sup, il y avait une tradition littéraire qui était vivante. On s'intéressait aux textes littéraires. On ne pensait pas à passer l'ENA ou à aller ou à se diriger vers le journalisme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces élites-là, elles sont littéralement aspirées soit par le journalisme, soit par les sphères du pouvoir. Et ce phénomène-là, on l'a vu se mettre en place à partir des années 80-90. Moi, il se trouve que jusqu'à la fin des années 80, j'ai donné en tant que chargé de cours des cours de préparation à l'agrégation à Normal Sup. Et donc, j'ai vu mes élèves évoluer. J'ai vu vraiment ce passage, ce changement de statut, presque, j'ai envie de dire, d'élèves qui étaient des vrais littéraires. Et des vrais littéraires au sens où, tu me le disais tout à l'heure avant la réunion, on n'a pas forcément envie de s'inscrire dans une place sociale, on n'a pas envie d'être universitaire du haut de sa chair, on a d'abord envie de se frotter à des textes littéraires. Donc moi j'ai vraiment connu ça. Et j'ai vu donc progressivement la situation basculer et un certain nombre de ces gens-là évoluer de plus en plus vers des dynamiques de carrière. Donc ça c'est... Je connais pas mal d'amis qui enseignent en Hippocagne et en Cagne aujourd'hui, qui vous feront exactement le même tableau. C'est-à-dire que moi quand j'étais en Hippocagne et en Cagne, j'ai connu de vrais littéraires ou de vrais passionnés d'histoire ou de philosophie ou tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, l'Hippocagne, qu'est-ce que c'est? À 80, voire à 90%, c'est un tremplin vers les écoles de commerce, le journalisme, Sciences Po, l'ENA, etc. C'est-à-dire toute la dimension spécifiquement littéraire, elle a été évacuée et donc ce n'est plus qu'un point de passage. On se fait une culture générale parce que si on travaille dans une grande administration publique ou une entreprise, il faut lors des repas d'affaires manier quelques références culturelles. Voilà, en gros c'est ça. Donc là je suis assez pessimiste aujourd'hui parce que je ne vois pas comment cette évolution-là pourrait s'infléchir. Est-ce que tu as des auteurs, pas forcément français, à nous conseiller pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit Aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, parce que j'avoue que je lis pas beaucoup d'auteurs. Alors, je ne lis aucun auteur français actuel, vous l'avez compris, et de la même façon, je ne vais voir aucun cinéaste français actuel. Moi, il y a un auteur hongrois que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui a 65 ans, je crois, aujourd'hui, qui est Laszlo Krasna-Orkai. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Alors, Laszlo Krasna-Orkai, c'est un nom qui est difficile à prononcer. Je le connecte toujours avec le cinéaste Béla Tarr. Je ne sais pas si certains d'entre vous, tu connais Béla Tarr, quelqu'un connaît. Béla Tarr donc, a tiré certains de ses films des scénarios de Krasna-Orkai. Je vous dis tout de suite, le monde de Krasna-Orkai et de Béla Tarr est un monde extrêmement noir, nihiliste, désespéré,
pas complètement, cependant, je vous laisse voir ces films et puis je vous laisse lire éventuellement les romans. Je pense par exemple à un film, très très beau film, là un film absolument magnifique, je pense que ça écrase tout ce que le cinéma français a pu faire depuis des décennies, qui est Les Harmonies Werkmeister de Béla Tarr, et qui est tiré d'un roman de Laszlo Krasna-Horkai qui s'appelle La mélancolie de la résistance, que vous pouvez trouver en collection de poche. Donc il y a quelques auteurs contemporains comme ceux-là qui me semblent avoir sondé le désespoir actuel. Il ne faut pas aller chercher de solution chez eux, hein. Peut-être même pas de lucarne, ou alors un semblant de lucarne. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui, je me demandais récemment où est-ce qu'on pouvait trouver encore un peu d'intelligence. Et je me demandais si elle ne s'était pas réfugiée dans les milieux scientifiques. J'ai l'impression aussi. Oui, parce que, alors, je disais ça à un ami scientifique qui me disait, bon, on n'est pas pour autant chez nous à l'abri de l'imposture. Bon, je trouve que c'est un scientifique connu, je ne veux pas dire son nom. Et il me disait et je lui répondais plutôt que même si les milieux scientifiques ne sont pas à l'abri de l'imposture, parce que des scientifiques qui ont trafiqué des chiffres, qui ont manipulé leurs recherches, il y en a des exemples multiples. Mais il me semble quand même qu'on est préservé d'une certaine forme d'imposture telle qu'on peut en voir dans le domaine de la philosophie, de la littérature. Écoutez, que des gens comme Bernard-Henri Lévy ou Michel Onfray puissent continuer à occuper le haut du pavé, moi j'avoue que ça me semble absolument consternant. Et on n'a pas l'équivalent, effectivement, je ne crois pas, en tout cas dans le domaine scientifique. Ouais. Il faut espérer en tout cas que l'intelligence française est allée se réfugier quelque part. Ouais, il faut le souhaiter. Et que tout n'est pas sombre et apocalyptique. Peut-être pour finir, il nous reste encore quelques minutes. Quel conseil tu donnerais en fait aux jeunes générations qui ont encore une vie à se faire et dans le monde dans lequel on vit? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour s'en sortir de tout ça? Je vais partir d'un exemple. Tu me rappelles un souvenir. L'ami dont je parlais tout à l'heure, qui a largement l'âge d'être mon père aujourd'hui, me rappelait qu'en mai 1968, ou plutôt au lendemain des événements de mai 68, il était allé au Mexique, parce qu'en fait il voulait prendre ses distances avec la France. Bon, il voulait prendre un petit peu de recul, un petit peu de champ, il voulait digérer tout ce qu'il s'était passé pendant 2 mois. Et dans l'avion qui l'emmenait au Mexique, il se trouve qu'il était à côté de quelqu'un de connu, qu'il a reconnu immédiatement, qui était le grand orientaliste Jacques Berck. Jacques Berck qui est décédé aujourd'hui, qui a été un très grand arabisant, très grand orientaliste, je pense le plus grand orientaliste du XXe siècle. Et mon ami avait posé la question à Jacques Berck, ils avaient discuté des événements de mai 68, et il lui avait dit: qu'est-ce que peut faire un jeune homme de mon âge? Quel conseil est-ce que vous lui donneriez, sachant qu'il y a à peu près 40 ans entre nous? Et Jacques Berck lui avait dit la chose suivante: augmentez votre intensité propre. C'est tout. Voilà. Et moi, j'ai pas d'autre parole que celle-là. C'est au fond la seule chose à laquelle on puisse travailler. Augmenter notre intensité propre. Ça peut passer par tout ce qu'on voudra. Ça peut passer par un grand amour, ça peut passer par de grandes lectures, ça peut passer par la peinture de fresques ou par tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, je ne vois pas d'autre biais que celui-là dans une période chaotique. Je vous avoue très franchement, je ne crois pas au militantisme, je n'ai jamais cru à aucune forme d'organisation collective, ça j'y crois. Augmenter son intensité propre, il me semble qu'on peut tous le faire. Je pense qu'on peut s'arrêter là et on vous remercie. C'est moi qui vous remercie.